Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez pouvoir comprendre ce que je dis. Surtout si je vous dis bien vous. Alors vous êtes ici, pour ceux qui ne me connaissent pas, au sein donc, de l'établissement très célèbre, c'est le siège donc, de IESF, Ingénieurs et Scientifiques de France. C'est une organisation parapublique qui fédère les associations d'anciens diplômés des grandes écoles d'ingénieurs et également donc, de certains docteurs. Donc ça, c'est une organisation qui supporte notamment les enquêtes que vous avez reçues récemment, la grande enquête annuelle, mais qui fédère également les actions concernant le répertoire. Donc là-dessus, vous avez 1,2 million de personnes répertoriées au niveau du répertoire, et vous avez également, donc, depuis de manière un peu plus récente, le labellis qui certifie que vous êtes ingénieur diplômé de telle et telle école. Donc, pourvu que vous soyez sur le RIS, on appelle ça le répertoire des ingénieurs et scientifiques de RIS, eh bien, vous pouvez demander donc aux conditions prévues donc, la possibilité d'avoir ce labellis que vous pourrez aussi mettre donc, en exergue sur votre page LinkedIn. Voilà. Mais vous êtes ici par ailleurs, je dirais, au siège donc de IESF Région Île-de-France. La région Île-de-France est une organisation qui dépend donc de IESF et qui a pour vocation, elle, de démultiplier ses actions, les actions vers les personnes individuelles. Tout à l'heure, je vous parlais des associations d'anciens élèves, ce sont des organisations. IESF Île-de-France, comme il peut y avoir IESF donc de promotion et de valorisation, de promotion du diplôme d'ingénieur, de promotion de la culture scientifique. Ici, nous avons une représentante donc, de la FAS, Association française pour l'avancement de la science. Et donc, on travaille avec des organisations telles que la FAS, telles que la SLIM, la Société pour l'encouragement de l'industrie nationale. Vous avez aussi le CNRS, donc, qui est donc partie prenante dans les événements que nous organisons. Et donc, tous les ans, nous organisons une vingtaine donc, de soirées, de colloques qui réunissent, bon an mal an, entre 50 et 200 personnes. Voilà. Et donc, qui sont donc toutes visions. Vous avez toute la possibilité de voir en replay. Si vous n'avez pas donc pu y assister en présentiel, vous avez la possibilité de l'avoir en replay. Donc, ne soyez pas triste, il ne faut pas pleurer auprès de votre femme ou de votre époux, voilà. Non, il y a toujours une solution. Voilà, donc, je dirais qu'une fois qu'on a fait cette chose, donc plusieurs dizaines de conférences par an, il y a donc des sujets très pointus, et donc notre ami Jean-François Magnani, ici présent, lui, sa particularité est d'aller à la chasse justement des pépites qui présentent un intérêt aux uns et aux autres, justement pour faire valoir ce diplôme que vous avez tous eu, ingénieur ou docteur, ou parfois encore pas du tout, mais vous allez donc être, je dirais, sensibilisé à certains aspects. Et donc, cette fois-ci, Jean-François, tu as jeté ton dévolu, et je te fais confiance pour ça, sur quelque chose de très important, et je te laisse la parole. Eh bien, écoute, je te remercie, Patrick. Donc, nous accueillons ce soir Patrick Obertelli et Marc Ridet sur un sujet d'actualité, je crois, vu les événements qui arrivent en France et dans le monde, qui est la confiance. Alors, je vais vous faire une présentation rapide de nos deux confrères. Patrick est professeur émérite à l'école centrale Supélec, Université de Paris-Saclay, membre de la commission des titres d'ingénieur, chercheur au laboratoire CNAM Formation et Apprentissage Professionnel, consultant d'entreprise, directeur de collection d'édition ESF Sciences Humaines et co-directeur de collection aux éditions Champ Social.
Et nous avons aussi Marc Ridel, que je remercie spécialement parce qu'il a fait le voyage de Macon pour être avec nous ce soir. Et en synthèse, Marc est docteur en chronobiologie, docteur en sociologie des organisations et dirigeant d'une start-up d'intelligence artificielle permettant de faciliter l'optimisation en intervention sur le terrain des ressources humaines et matérielles des services incendies. Il est aussi chargé d'enseignement arts et métiers, Paritech, l'UNI et ENSOC. Et il est sapeur-pompier volontaire et gendarme réserviste. Merci à lui. Eh bien, je passerai la parole tout de suite à Patrick Aubertelli. Patrick, la parole est à vous. Très bien. Merci. Et puis donc, bonjour à toutes et à tous que nous n'avons pas encore eu l'occasion de saluer. Et je remercie Ingénieurs Scientifiques de France de donner cette opportunité d'échanger, je dirais, avec des collègues, ingénieurs que je côtoie quasiment au quotidien, puisque dans les évaluations d'école, on rencontre énormément de partenaires professionnels, évidemment, pour l'amélioration des formations. Alors, peut-être, ce qu'on vous propose, c'est de faire cette présentation en deux temps. Un premier temps qui est plutôt autour de quelques éléments sur la situation actuelle, et puis comment on en est arrivé à ce degré de défiance au sein de la société, et puis après avoir un moment d'échange avec vous. Et puis dans un deuxième temps, on évoquera avec Marc, qui est un des contributeurs de cet ouvrage, et notamment sur l'intelligence artificielle au service des sapeurs-pompiers. S'il y a bien un domaine qui est important actuellement, c'est celui-là, avec les crises que l'on connaît. Et donc, je vous ferai part des constats qui ont été faits dans cet ouvrage, et puis des pistes qui ont été dessinées. Voilà, j'en dirai quelques mots. Alors, donc, on n'est pas dans une configuration de grand effectif, donc ça c'est... Ça a un bon côté, c'est que ça permet une fluidité des échanges, et on en profitera parce que ce qui nous paraît important, c'est qu'en fait, le thème de la confiance, c'est un thème qui a l'air mou, tout le monde le déplore et on ne sait pas trop comment s'en dépatouiller. Et l'idée, c'est d'avoir eu affaire à des gens qui ont du recul par rapport à tout ça, et d'essayer de voir de façon transversale, dans différents domaines, qu'est-ce qui peut ressortir et sur quoi on peut avoir des leviers d'action. Donc c'est l'idée principale, y compris dans cette présentation, c'est de mettre en échange et en débat cette question de la confiance. Voilà. Alors tout d'abord, quelques chiffres. Évidemment, dès qu'il s'agit de la confiance, on va s'appuyer sur le baromètre du CEVIPOF et de celui de février 2024 pour mesurer la confiance en France. Donc, pour la justice, vous avez 45% des Français, donc moins de la moitié, qui ont confiance dans la justice, 40% dans les banques, 40% aussi dans les syndicats. Vous avez... vous n'êtes pas bien placé, monsieur, peut-être si vous pouvez vous mettre ailleurs, ça va aller, parce que là, vous allez... vous avez un... Ça, je vous vois. Oui, sinon vous allez avoir un torticolis garanti, là. Oui, alors j'en étais... Donc 40% pour les banques et pour les syndicats. Les médias, le taux de confiance est de 28% sur l'information. Alors que dans une démocratie, un des socles, c'est quand même l'information fiable. Et un chiffre aussi très fort, c'est pour les partis politiques, la confiance est de 20%. C'est-à-dire que les gens qui dirigent notre pays, ou les partis qui aspirent à contribuer à l'évolution de notre pays, ont 20% de ça. Alors, il y a un autre chiffre, c'est que la confiance dans les réseaux sociaux, elle est de 16%. C'est plutôt assez rassurant quand les informations ne sont pas étayées. Ça, c'est plutôt pas trop mal. Alors, peut-être un petit peu... il y a néanmoins des secteurs qui sont épargnés. Vous avez la science qui est à 82% quand même. 82% de confiance dans la science.
c'est pas mal. Les hôpitaux, la force publique, que ce soit la gendarmerie, l'armée ou la police. Hein. Donc tout ça, ça oscille entre 82 et 70%. Et si je veux faire un focus sur les entreprises, je pense que ça vous intéresse, les grandes entreprises privées, c'est 46%, moins de la moitié, public 51%, les PME 79% et les artisans 82%. Ce sera intéressant à réfléchir collectivement sur ces questions-là. Voilà. Donc c'est un climat général, néanmoins, notamment sur les grandes instances qui président au fonctionnement de nos sociétés, qui contaminent aussi les relations sociales. Vous avez seulement 34% des Français qui ont confiance dans le fonctionnement de la démocratie. Et l'on sait l'enjeu démocratique actuel. Hein. Et les 2/3 pensent qu'on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres. Donc il y a une altération de la démocratie et des relations au sein de la société. Alors, l'objet de cette réunion, c'est pas de plomber l'ambiance, hein. C'est de voir maintenant, à partir donc ce que nous avons fait, on est allé chercher avec mon collègue Richard Witorski, qui dirige le laboratoire de sciences de l'éducation de l'Université de Rouen, on est allé chercher des personnalités qui ont un regard averti et qui souvent ont un niveau scientifique très très élevé sur ce type de questions. Je vous donne que 3 exemples puis vous verrez dans le reste de l'ouvrage, mais on interviewait des gens dans le domaine du fonctionnement de l'État et des instances publiques, dans le domaine de la santé, dans le domaine des médias, de la justice également, etc. Voilà. Donc vous avez pour ça tout un ensemble de registres. Je citerai 3 noms. Hein. Vous avez Jacques Guyard, et ça je suis content du coup de la confiance qu'ils nous ont faite. Jacques Guyard, c'est un ancien maire, un ancien député, il a été secrétaire d'État aux sciences et techniques aussi. Et il présente aussi un avantage d'être docteur en histoire, et je vais y revenir un tout petit peu après. Vous avez William Dab, qui est titulaire de la chaire Santé-Sécurité au CNAM, mais qui est aussi un ancien directeur général de la santé. Et vous avez aussi Michel Papot, par exemple, qui est préfet, mais qui est membre du Conseil supérieur d'appui territorial et d'évaluation au ministère de l'Intérieur. Donc, voilà, vous avez mon éminent voisin qui vous a été présenté, et dans son laboratoire, dans son équipe, il y a aussi des gens d'un calibre très très intéressant. Voilà. L'idée, ça a été ça. On va chercher des gens qui ont des analyses, des prises de recul, et nous, on coordonne, on croise les regards pour voir est-ce qu'il se dégage certaines clés qui seraient plutôt transversales. Voilà, c'est la façon dont on a travaillé. Alors, comment on est arrivé à ce degré de confiance? Alors, Jacques Guyard, en qualité d'historien, a effectué un travail très érudit et a recherché dans les écrits l'apparition des termes confiance et des termes défiance. Il est remonté aussi loin qu'il a pu, et il a ensuite, dès que ceux-ci ont été disponibles, il a travaillé sur les premiers dictionnaires, les premiers recensements de vocabulaire, etc. Voilà. Alors, son analyse est la suivante. C'est au départ, la confiance, c'était un contrat moral entre seigneurs pour se défendre collectivement contre les bandes de brigands et les envahisseurs. Alors, les seigneurs n'avaient pas tous le même pouvoir. Vous aviez certains qui avaient beaucoup plus de pouvoir que d'autres, mais il y avait une reconnaissance de statut entre eux. On ne parlait pas de confiance entre un seigneur et les vassaux, par exemple. Ça n'existait pas. C'est assez intéressant à repérer déjà. Par la suite, progressivement, dans l'organisation de la société, la confiance a porté sur les institutions lors de leur développement. Donc, la confiance, au début, elle portait sur les personnes, et progressivement, elle s'est développée dans les écrits, hein, c'est apparu comme ça, au niveau des institutions. Donc la confiance apparaît comme un ciment fondamental de la société, c'est donc un bien commun. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de considérer qu'il s'agit d'un bien commun, et donc qu'il s'agit de la défendre, en tant que bien commun. Voilà.
Alors, comment s'est développée la défiance? Notamment, Jacques Villard a mis l'accent sur la crise économique des années 70. Et puis ensuite, elle s'est amplifiée avec l'affaiblissement des grands récits collectifs qui permettaient de croire en l'avenir. Alors, autour des religions, autour aussi du progrès social, autour de voilà des questions comme ça, il y a plus de difficultés qui sont liées à ça. Pour notre part, et des écrits qui sont apparus dans cet ouvrage, c'est aussi la confiance à l'époque actuelle, elle est aussi liée aux situations de crise climatique, crise sanitaire, crise géopolitique et socio-économique qui se multiplient. Donc, il y a une grande incertitude au sein de la société. Vous avez Marie-Françoise Chevalier-Baumel, c'est une ancienne directrice de l'Institut des hautes études en sciences et technologies. Elle disait qu'on est passé d'une société de la maîtrise des risques à une société à la gestion de l'incertitude. Donc autour de la confiance, c'est le terme d'incertitude qui est majeur, et puis des risques qui sont, en termes de conséquences, qui sont associés. Donc le besoin de confiance naît de l'incertitude. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'incertitude, on n'a pas besoin d'avoir confiance dans les gens. La confiance, c'est quand il y a un espace, il y a une espèce de vide, et la confiance permet de combler cet espace-là d'une certaine façon pour les coopérations. Alors, la question dans nos sociétés actuelles, elle est de savoir comment est gérer cette incertitude. Alors, notamment par rapport aux situations complexes, et on voit bien qu'elles le sont de plus en plus actuellement. Alors, une réponse, c'est d'essayer de tout maîtriser. C'est le principe des régimes autoritaires. Ça peut être une tentation. Pourquoi? Parce que ça permet de réduire l'anxiété qui est liée à l'incertitude. J'ai l'impression que... Parce que l'incertitude crée de l'anxiété, évidemment. Une autre réponse, c'est de la gérer collectivement à partir des ressources de la société. Et l'on est davantage dans un régime de type démocratique. Oui. Voilà. Alors on a vu pendant la pandémie que la réponse autoritaire, elle n'était pas adaptée à la gestion de la situation. Nous avons vu pendant la crise Covid que ce sont des pays comme la Chine ou comme le Brésil de Bolsonaro, je ne parle pas du Brésil plus démocratique, qui l'ont géré le plus mal, avec des conséquences humaines absolument considérables. Voilà. Alors peut-être, avant de parler des constats et puis d'identifier les pistes qui ont été effectuées par les différents auteurs, peut-être un moment d'échange et de réaction si vous le souhaitez. Ou pas. Oui, moi j'ai un commentaire, quelque chose qui me vient à l'esprit tout de suite avec ce que vous venez de dire. C'est qu'il semblerait que dans la confiance, le pourcentage de confiance dans les grosses structures, qu'elles soient administratives ou même dans les grandes entreprises, est très très bas, comparé à des PME ou des indépendants. Et donc je crois que alors c'est ça, une réaction à chaud comme ça, n'y a-t-il pas un problème de contact humain? C'est la question de la proximité, de toute évidence. Oui, oui, absolument. Marc, tu veux réagir? Alors très clairement, pour nous en tout cas qui avons travaillé, je dis nous parce qu'on est plusieurs, je vais expliquer un petit peu l'équipe avec laquelle je travaille, nous qui avons travaillé avec des problématiques qui sont très éthérées, qui sont très loin de la réalité concrète de nos clients qui sont les sapeurs-pompiers. Si on n'avait pas été présent à portée d'engueulade, et avec la capacité à répondre à la fois aux inconvénients concrets en tant qu'ingénieur scientifique et en même temps pour pouvoir avoir les retours qui ne sont pas nécessairement facilement verbalisés ou écrits sur un superbe cahier des charges par vos clients finaux. Mais derrière, s'il n'y a pas cette proximité-là, s'il n'y a pas cet échange qui est qualifié finalement par une réciprocité, c'est assez simple, hein, c'est donner, recevoir, rendre. Marcel Mauss, en sociologie, c'est très très simple, mais je pense qu'on ne serait pas arrivé, nous, à des résultats avec les niveaux d'abstraction mathématique avec lesquels on travaille, très nettement.
Bien. Merci. Peut-être d'autres réactions? J'avais une réaction comme ça. On parle de perte de confiance liée à l'incertitude. Et voilà, justement, est-ce qu'il n'y a pas une part aussi due à la déshumanisation dans le quotidien, parce qu'il y a le développement du numérique qui s'est peut-être fait de manière peut-être trop brutale pour certains. C'est intéressant. Et que donc on en perd les rapports humains et finalement on se retrouve tout seul, peut-être face à soi et on se sent un peu démuni par moments aussi. Et en plus, sans parler des algorithmes réseaux sociaux qui nous enferment encore plus soi, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette part de déshumanisation Oui, tout. Oui. de la société? Merci. Peut-être, puisqu'on n'est pas très nombreux, vous pouvez dire un mot très rapide, si vous le souhaitez, de présentation, juste de quelle place vous parlez, où vous travaillez par exemple. Mais si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, mais c'est volontiers. Je ne pas la Théo Lazeune, donc je suis un des administrateurs de IESF-IDF. D'accord. Je suis entrepreneur et puis là, en plus, pour parler de la confiance, je suis aussi élu local. Et donc voilà. Très bien, parfait. On y est complètement. Au quotidien confronté. Il y a des choses qui vont vous parler. On va raconter là. Oui. Non, je peux que partager. C'est la question de l'humanisation. Mais derrière cette question de l'humanisation, c'est qu'est-ce qui organise cette vie collective, et donc qu'est-ce qu'on fait de ces biens communs qui nous appartiennent à tous. Et ça, c'est une des vraies questions. Madame? Il y a quand même un maître S incertitude, c'est Magellan. Oui. Il connaissait pas, il savait pas où il allait, il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas de météo, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas pire comme incertitude. C'est clair. Il y est quand même allé, alors il y a une espèce de force. Ah oui. Dont on pourrait peut-être prendre exemple. Il a vivant. Non, il n'est pas mort de ça. Non, ouais. Il est mort parce que là où il est arrivé, il a prôné, il a parlé catholicisme ou christianisme, et il y avait une ethnie qui était complètement opposée à ça, et c'est pour ça qu'ils lui ont tiré des flèches dessus. Mais c'est tout. C'est une question de religion. Oui. Je voudrais vraiment dire sur ce que Madame dit, c'est intéressant parce que en fait, ce que vous évoquez, c'est l'incertitude indépendamment de toute technologie. On n'est pas dépendant dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on est face à soi-même, ses connaissances, un environnement complètement nouveau, et on ose beaucoup plus parce qu'on n'est pas dépendant. Quand on est dépendant d'une machine et qu'on est habitué à avoir des réponses automatisées, on est beaucoup moins apte à se dire eh bien, je prends le risque parce que le goût du risque disparaît. On se dit puisque tout est là, pourquoi prendre le risque puisque c'est facile. Tout est joué d'avance en fait. C'est comme si on savait tous les algorithmes, c'est comme si on savait tous les scripts d'avance. Donc on est moins curieux, on ose moins. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est déplorable. La confiance par exemple que les jeunes placent dans l'avenir, elle est catastrophique. La plupart des jeunes vont vous dire c'est la fin du monde, on voit tout en noir, c'est horrible. Alors qu'être explorateur à l'époque de Magellan, on va te dire exactement la même chose. On ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on rencontre, et on va vous dire c'est la fin du monde. Et non, on ne me l'a pas dit, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi ne pas prendre cet exemple Alors que tant de personnes ont essayé. À nos Centenaria, on travaille pas mal sur les technos. Il se trouve qu'on s'est amusé aussi à développer un modèle d'évaluation du management et du digital dont une des 5 dimensions, c'est la confiance. Donc je vois l'utile. Par rapport à l'avenir et par rapport aux ethnies, moi je suis resté interpellé par la diminution des espoirs à long terme. Et la différence entre les religions, parce que chez nous, on a des jeunes qui se suicident parce qu'ils ne croient plus en l'avenir, et en face de nous, on a des jeunes martyrs qui se suicident pour une cause à laquelle ils croient. Et avec ça, je suis complètement démuni contre ça, mais comment on peut retrouver un minimum de confiance dans l'avenir sur ce sujet-là, quoi. Pour moi, ça fait un gros fossé. Peut-être, si vous le souhaitez, je renouvelle
la demande de tout à l'heure, mais sans obligation. Hein. C'est juste pour qu'on se situe, parce que parfois on prend la parole à partir d'un champ expérientiel et c'est bien de le partager. Eh bien, je m'appelle Aïnatia Danielaza, je suis barmaid à Orsay et je suis autrice également. Très bien. Merci. Monsieur, puis ensuite Patrice Seloff. Laurent Gossionnet, je suis retraité. J'ai fait beaucoup de choses très variées, mais quand je suis venu à cette conférence, ce qui m'intéresse personnellement, c'est de savoir en qui je peux faire confiance, pour me donner des moyens, mais en qui je peux créer la confiance, plus que d'essayer de résoudre le problème de Macron ou des institutions ou du pape. La manière dont on pourrait rétablir la confiance pour les institutions, que j'avais citées tout à l'heure, m'intéresse moins que l'interaction confiance. Je n'ai pas confiance, mais je devrais avoir confiance. Et comment est-ce que je donne confiance et qu'est-ce que j'y gagne? Cette présentation, elle est vraiment au niveau des institutions, mais peut-être que vous allez y trouver des éléments par rapport à cette question-là. Je dis bien peut-être, mais c'est l'enjeu, c'est comment on construit la confiance au sein de la société, et c'est vrai que ça passe aussi au travers des individus, mais c'est un niveau plus systémique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a une telle interdépendance que ça me semble important. On pourra en reparler plus tard. Patrice Seloff, donc, que tout le monde connaît. Hein. Donc, moi, il y a une question qui est plus sur le plan, donc, je dirais presque théologique, c'est qu'on parle de confiance, et aujourd'hui, on voit que ce qui a fait appel à la confiance, notamment par exemple pour un chrétien, qu'est-ce que c'est que la confiance pour un chrétien? C'est de se dire, après, bon, il y a un monde meilleur. Et donc, depuis quelques dizaines d'années, tout ça, donc, cette croyance, cette confiance qu'il avait dans cet avenir, donc, a été combattue. Bon, voilà. Ensuite, sur le plan, donc, je dirais sur le plan des idées politiques, cette confiance, donc, sur le plan des institutions politiques, vous aviez donc des gens, par exemple, le Parti communiste qui disait, après confiance, le monde sera meilleur. Et donc, on a effectivement donc, des remises en question, voire même, donc, il y a un troisième, c'est que vous avez les institutions, je dirais sur le plan politique, ayez confiance en nos institutions. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et donc, il y a, je dirais, voilà, ça se passe pas très bien. Voilà, on a des doutes, et ce qui fait que ces trois éléments sur le plan de la confiance font qu'aujourd'hui, on est assez bouleversé, et on ne sait plus à quel sens jouer. C'est-à-dire que là, vous faites le lien entre le vécu du présent avec les perspectives d'avenir, et on peut faire aussi le lien avec l'histoire passée. Je reviendrai sur ce point plus tard. C'est un point clé très très important. D'autres remarques? Oui. Oui, monsieur. Une question d'abord pour répondre pour suivre ce que vous disiez. Quelle quels sont les liens entre la confiance et la foi? Parce que confiance, ça veut dire, en fait, avoir foi en, mais ce n'est pas de la foi totale. Ça, c'est une chose au niveau entreprise. Est-ce que la confiance à la direction peut être source de bien-être? Peut-être, pardon. Source de bien-être individuel, pas collectif, individuel. Quand on a confiance en quelqu'un, est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est bien dans son job? Est-ce que c'est ça uniquement? Il y a beaucoup d'autres choses qui devaient rattacher pour que cette confiance soit aussi une partie des choses. On va revenir sur ces points dans les développements. Si vous en êtes d'accord, on peut peut-être donc maintenant prendre un temps sur comment se manifeste la perte de confiance. Compte tenu qu'on est ingénieur scientifique de France, nous mettrons l'accent plus spécifiquement sur certains volets que sur d'autres. Voilà, on ne peut pas tout développer
C'est le livre qui est là pour ça. Il y a trois... Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans des domaines aussi différents que, par exemple, la santé, ou que les médias, ou vis-à-vis des technologies, eh bien, vous avez des dimensions communes qui apparaissent. C'est ça qui est assez fort. Et il y a trois dimensions de manifestation de la conscience. Tout d'abord, c'est la perte de la confiance dans les élites et dans un fonctionnement centralisé de l'État. Pas sans lien avec ce que votre remarque du début. Le deuxième point, c'est l'intolérance aiguë vis-à-vis des inégalités et des injustices. Par exemple, dans le domaine de la santé, le fait que vous ayez des zones qui soient des territoires qui soient très mal couverts en matière de santé, alors que c'est aussi fondamental, ça crée une perte de confiance dans le fonctionnement de la société, mais pas seulement pour les gens concernés, mais aussi pour l'ensemble de la population. Ce que ça montre, cette asymétrie, c'est que là, il y a un bien commun qui est pas respecté. Vous voyez. Sur les injustices et les inégalités, c'est... vous savez, on parle beaucoup, par exemple, de les jets privés. C'est pas forcément une empreinte écologique extrêmement forte, même si elle doit être prise en compte. Mais c'est d'autant plus insupportable que l'on demande à l'ensemble de la population de faire des efforts en matière de conduite écologique. Et là, il y a quelque chose qui est pas supporté en tant que tel. Vous voyez ? Donc il y a une intolérance vis-à-vis des injustices et vis-à-vis des inégalités qui devient de plus en plus forte. Voilà. Et puis le troisième point, et là vraiment les ingénieurs et les scientifiques ont leur mot à dire, c'est même un rôle à jouer, hein, c'est qu'on est dans un monde où l'on a de plus en plus de mal à comprendre. Alors pour ça, c'est un point d'importance, mais il y a trois registres. Et là, je pense que Marc, tu pourras vraiment imager ça. Je présente juste au début. C'est les processus décisionnels qui régissent la société sont complexes. Hein. Et les centres de décision, quand on vit dans un village, on comprend bien les centres de décision, etc. Quand ça s'éloigne, à un moment donné, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc il y a une complexification des centres de décision. C'est les travaux de Giddens. Hein. Il y a aussi un environnement technologique qui échappe, notamment le numérique, notamment l'intelligence artificielle. Là, il y a un vrai enjeu sur l'intelligence artificielle. C'est pas pour rien que c'est vraiment cibler cet aspect-là. Sur le numérique, on considère, je ne sais pas où en sont les chiffres actuellement, mais qu'il y a 10% de la population qui est en grande difficulté par rapport au numérique. Et puis vous avez des gens en crainte numérique, c'est largement au-delà de 10%. Donc là, il y a un vrai enjeu. Moi, il se trouve que j'évalue les écoles d'ingénieurs et je vois qu'il y a des associations d'élèves, ça c'est particulièrement intéressant, qui décident de faire des accompagnements de personnes âgées sur le numérique. Je trouve que là, il y a vraiment déjà intergénérationnel, mais il y a un vrai travail et une vraie prise de conscience dans certains lieux. C'est pas partout. Hein. Faut dire ce qui est. Voilà. Donc il y a ça. Mais vous voyez, par exemple, je prends un exemple, l'avion. L'avion, vous prenez l'avion. Faut qu'on fasse confiance quand on prend l'avion. Il y a des gens pour lesquels c'est très très difficile. Mais l'avion, est-ce que vous savez comment sont formés les pilotes ? Déjà, vous certainement, vous savez comment un avion ça peut décoller, mais et comment ça peut tenir en l'air. C'est quand même, moi je suis toujours émerveillé quand je vois ça. Il y a quelque chose comme ça, mais vous voyez comment est organisé le circuit, comment sont mis en place les systèmes de sécurité. Enfin, il y a beaucoup de questions autour de ça, et pourtant on prend l'avion. Donc si on n'a pas la confiance, à ce moment-là, il y a une déperdition qui est importante. Maintenant, les gens qui prennent l'avion regardent si c'est quelle est la compagnie qui va le transporter. Je veux dire, on voit bien que c'est fragile. La confiance, c'est difficile à mettre en place, mais c'est tellement facile à atténuer et à supprimer. Hein, voilà. Et puis le troisième point, et là je reviens sur votre point, Patrice Hélas,
on se trouve dans une société de l'immédiateté. Alors certainement, certains d'entre vous connaissez les travaux du sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa. Hein. Et on est dans une société du tout de suite, de l'immédiateté. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le moment présent? Alors, Hartmut Rosa dit, pour savoir ce qui se passe dans le moment présent, il faut d'abord savoir ce que c'est que le présent. Et pour ça, il s'est appuyé sur le philosophe allemand Hermann Lübbe, que je vais citer, hein, il dit « Le passé se définit comme ce qui n'a plus cours et ce qui n'est plus valide, tandis que le futur dénote ce qui n'a pas encore cours et pas encore valide. Le présent est donc la durée pendant laquelle l'espace d'expérience et l'horizon d'attente coïncident. Si vous n'avez pas cet espace, cette expérience du passé et cette capacité d'anticipation qui était bien dans vos propos et dans les remarques, hein, à ce moment-là, vous êtes dans un présent qui ne permet pas d'avoir une analyse suffisante de la situation et de se positionner dans une trajectoire individuelle et collective. C'est la notion de trajectoire aussi qui est extrêmement important. C'est à quoi on contribue, quel est le parcours personnel, qu'est-ce qui fait sens. Parce que le sens d'une existence, c'est pas quelque chose qui s'impose comme ça, c'est quelque chose que l'on construit. Hein. Et donc voilà. Donc c'est cet aspect-là, donc c'est ce monde qu'on a du mal à comprendre. Alors peut-être Marc, tu peux peut-être développer par rapport à ça, si tu veux. Alors, moi, peut-être moi aussi dire rapidement qu'est-ce que je fais là et pourquoi je vais parler d'IA alors que j'ai des doctorats mais pas en IA. Ouais. C'est que mes sujets d'études à l'origine sont des sujets d'optimisation des organisations et celles et ceux qui veillent sur nous au quotidien. Donc c'est des problématiques qui vont être d'ordre sociologique, de confiance, etc., de moments où on peut se rencontrer pour se former, échanger, etc., des planifications qui sont de l'ordre de l'ésotérisme dans certains cas, puisque chez les sapeurs-pompiers, vous avez à peu près 80% des effectifs qui sont des volontaires et dont on ne peut pas prévoir ni forcer la présence sur les lieux, sinon vous tombez sous le coup de la directive européenne sur le temps de travail, qui reconvertit avec arriéré d'ancienneté votre contrat d'un pompier volontaire en pompier professionnel. Autrement dit, il paye sa maison avec... Et donc ces problématiques-là sont des problématiques de combinatoire, d'optimisation combinatoire que vous devez connaître, avec des problématiques également de variation de rythme biologique, parce qu'une évidence crasse, c'est que ces pompiers doivent fonctionner 24 heures sur 24 et que nous ne sommes pas des hiboux et que derrière, il va falloir limiter l'exposition, par exemple au travail de nuit, qui va causer des accidents, de la fatigue et une usure des pompiers qui, au bout d'un moment, vont abandonner puisqu'ils sont volontaires, ils ne sont pas professionnels. Donc ces problématiques-là, c'est des calculs qui sont terribles d'un point de vue abstraction, c'est de l'analyse des systèmes complexes, c'est de la modélisation de systèmes oscillants, etc. Donc ça, derrière, va nécessiter des puissances de calcul et de modélisation qui sont relativement importantes. Donc moi, en tant que scientifique, pour moi, l'IA, ou en tout cas les perspectives de modélisation de ces phénomènes au niveau mathématique, sont un outil. C'était pas l'objectif. Voilà, l'objectif, c'était pas au départ de développer ça. Donc pour cadrer, ce que je voulais dire, c'est que les niveaux d'abstraction auxquels on peut être confronté dans ces cas-là sont tellement éloignés de la réalité quotidienne et de l'expérience des utilisateurs finaux qui sont les pompiers qui partent en intervention, que bien, on a été contraint et forcé, en tout cas moi, d'endosser à un moment donné aussi, de compatir avec eux, au sens étymologique du terme, d'endosser les mêmes contraintes. Alors c'est pas neuf, hein. Vous avez le Tavistock Institute à Londres pendant la Deuxième Guerre qui a fait ça pour reconstruire les officiers de l'armée anglaise alors qu'Hitler était aux portes de l'Angleterre. Donc bon, j'ai suivi un petit peu la méthode de mes anciens et je suis allé sur le terrain. Donc ça prend du temps. Et la confiance, la construction de la confiance, on parlait des ingrédients, il y a premièrement la proximité physique, deuxièmement la possibilité de compatir sur le non-dit, sur l'expérience avec des gens qui vont, comme Monsieur Jourdain, faire de la prose sans le savoir, parce qu'en fait, avant moi, ils arrivaient quand même à faire de l'optimisation, mais c'est pas explicite, mais c'est du pifomètre,
mais c'est ce qu'ils appellent le métier. Donc ce sont des choses qui sont beaucoup plus difficilement transmissibles avec la génération d'après, et il y a des pertes de confiance se faisaient précisément parce que ça n'était pas explicite. Donc nous on arrive dans ce magma-là, et on essaye en proximité physique de deviner justement ces problématiques, de les rendre explicites, de les modéliser et de se rapprocher, pour ne pas leur faire peur, de l'expérience qui est la leur le plus possible, c'est celle du territoire. Donc il y a beaucoup par exemple de modélisations qui ont été des modélisations qui vont se rapprocher de la carte du territoire ou de la carte, on va dire, du secteur de premier appel. C'est celui que vous devez connaître par cœur, celui où vous savez que là il faut tourner à gauche, à droite, que là il y a un feu rouge, etc. Vous le savez tellement vous l'avez répété de fois. Et bien là en fait il va falloir qu'on montre aussi que nos algorithmes savent parcourir quelque part les mêmes cartes mentales que les personnes. Donc la proximité était pour nous paradoxalement un moyen de rendre palpables des éléments qui étaient des éléments d'ordre éthéré et de niveau d'abstraction mathématique qui était très très fort. Donc c'était quelque chose qui est une des conditions. Deuxième condition, et je vais rebondir tout de suite là-dessus, c'est il faut du temps. On fait assez vite ce que l'on fait bien, et le cerveau humain a besoin de temps pour s'habituer, pour comprendre. Nous, pour apprendre ce que veut le client final, parce qu'il va l'exprimer de manière un petit peu erratique au départ, il ne sait pas comment nous l'amener, et à l'inverse, amener derrière une prise de conscience d'un certain nombre de choses, de concepts, et qui nous prend du temps. Ce temps-là, aujourd'hui, on se bat contre une société qui monopolise l'attention. Tout le monde a un emmerdeur public à batterie qui va vous interrompre toutes les 5 minutes lorsque vous êtes en train d'essayer de vous concentrer. Vous perdez entre 2h30 et 4h par jour à regarder un écran, le miroir noir de votre écran, vous vous trouvez seul et isolé, c'est pas un hasard. Ça c'est des gens qui ont besoin de rentabiliser des technologies, qui ont besoin de votre attention, et cette attention de 2-3 heures par jour, vous l'apportez moins à vos collègues, vous l'apportez moins à vos managers, ou vous l'apportez moins à votre famille. Et chez les sapeurs-pompiers volontaires, en fait, et professionnels, ce sont des ressources psychosociales importantes. Donc, une des questions qui a été pour nous importante, ça a été de dire aux gens, il va falloir prendre le temps d'apprendre à se connaître, de vous faire connaître l'algorithme, de vous montrer comment il fonctionne, de vous l'expliquer, parce que s'il n'est pas explicable, derrière vous avez un bel effet boîte noire, et effectivement à ce moment-là, je peux vous vendre ce que vous voulez. Et ce sont des conditions qui nous ont permis en fait, de diminuer cet écart que Patrick évoquait. Par contre, ça se fait, ça se compte en années. Voilà. Alors la question, c'est en tant qu'industriel, est-ce qu'on a le temps de le faire par rapport aux obligations qui sont les nôtres, au niveau de trésorerie si vous êtes une PME, au compte-rendu que vous devez faire à vos associés ou à vos investisseurs. Et toute l'ingénierie, quelque part, était aussi de maintenir la confiance des autres parties prenantes, qui étaient ceux qui mettaient gentiment de l'argent pour qu'on puisse faire ça, et leur montrer qu'il y avait des résultats en même temps. Donc ça nécessite quand même, si on veut construire cette confiance, et si on la considère comme un bien, alors pour nous c'est facile, notre modèle économique, c'est précisément le renouvellement. Donc si les gens n'ont pas confiance, ils ne renouvellent pas et je perds de l'argent. Donc je me mets volontairement en danger pour obliger mon organisation à prendre une forme, ou mon industrie à prendre une forme de production, qui est une forme de production à l'écoute du client, etc. Donc vous connaissez peut-être le modèle agile, et on les a un petit peu développés sur ce modèle-là. Voilà, donc pour faire un petit modèle. Il y a un point aussi que je voudrais souligner dont tu avais parlé, c'est que les savoir-faire des sapeurs-pompiers sont extrêmement complexes. À la fois, il faut être extrêmement organisé, et en même temps, il faut être capable de s'adapter à des situations totalement inédites, etc. Donc, il faut avoir de l'intuition, il faut des savoir-faire, il faut donc toute cette complexité-là. Et comment l'intelligence artificielle peut aider à programmer les interventions sans déshabiller, j'ai envie de dire, intellectuellement, les sapeurs-pompiers pour qu'ils conservent ces compétences professionnelles. Et cet enjeu des échanges dont tu parles me semblait être très, très en lien avec cet aspect-là. Voilà. Tout à fait. Alors c'est l'approche dite socio-technique qui a été enseignée dans des écoles d'ingénieurs
tu connais bien, puisque c'est Centrale Supélec, entre autres. La centrale, oui. Voilà, des centraliens, ou à Dauphine, ou aux arts et métiers. La relation à l'outil et comment on va positionner l'outil par rapport au développement du métier que l'on vise, qui est le client. Et c'est vrai que la posture pour nous, ça a été, pour résumer, c'est de prolonger le bras et de ne pas remplacer le cerveau, parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dans la cervelle. Donc l'idée était, je crois si aujourd'hui tout le monde définit l'intelligence artificielle en fonction de l'intelligence humaine, moi qui ai fait 2 doctorats en sciences humaines et en neurosciences, je peux vous dire que j'ai toujours pas réussi à trouver une définition acceptable. Donc définir quelque chose de manière fixe avec une variable, je trouve que c'est un peu quand même gonflé. Bon bref. Pour tout ça, pour dire que c'est vraiment quelque chose d'important, le positionnement de la technologie et le positionnement en fait de l'industriel par rapport au savoir-faire non explicite, par rapport à des choses qu'on ne voit pas nécessairement et qui ne sont pas modélisées. On parlait tout à l'heure de maîtriser tout pour se rassurer. La carte de l'Empire à l'échelle 1 fait mourir l'Empire sous la carte. On est d'accord. Aucune représentation n'épuise le réel. Donc à partir du moment où on en est conscient, eh bien, on va se placer à des endroits comme un sapeur-pompier. En fait, c'est ça le savoir-faire de l'intervention, c'est de se placer au bon endroit, au bon moment, en fonction de ses ressources, pour taper le feu à l'endroit où on sait qu'on va l'arrêter. Parce que si on perd son temps à des endroits où on va gaspiller les ressources, et bien derrière, on se fatigue pour rien. Bon, rien de neuf sous le soleil, parce que ça existe depuis quand même un sacré bout de temps. Et ce sont des choses qu'on a en fait eu la chance d'avoir en écoutant nos anciens. En se projetant dans le temps long et dans le passé aussi, Patrick, c'est ça? Absolument. Merci Marc. Alors, si vous voulez bien maintenant, les pistes qui sont apparues, et il me semble, c'est vraiment sur le fonctionnement des organisations, mais il me semble que lorsqu'on écoute des personnes, on peut se rendre compte est-ce qu'ils contribuent ou non à cette confiance collective. Il y a trois familles, je dirais, de pistes majeures qui sont apparues transversalement aux différentes contributions. C'est la première, c'est de préserver, voire renforcer les biens communs. Pour ce faire, il faut d'abord donner une visibilité collective. Et un point majeur, c'est être clair à propos des objectifs poursuivis et les partager. Évidemment, des choses qui sont assez connues, mais qui ont toute leur force. Toujours dans cette préservation de biens communs, c'est être cohérent entre les paroles et les actes. Être cohérent. Pour reprendre, juste, je suis pas en train de te redonner la parole, mais juste pour reprendre l'exemple des sapeurs-pompiers. Moi, sapeurs-pompiers que j'ai rencontrés, ils ont toujours une vigilance entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent. Et ils repèrent chez vous si vous êtes comme ça ou pas. Parce que c'est vital, parce qu'ils sont dans les enjeux d'intervention, etc. On a besoin de cette convergence des trois, et cette cohérence entre les trois niveaux. Si je peux me permettre, ce que vous venez de dire là, tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. C'est le problème de l'entreprise. Ouais. Moi, je crois qu'il n'y a que 5 à 6% des gens que je dirigeais qui pouvaient faire ça. Oui, moi j'ai tendance à penser, alors c'est peut-être un peu vaniteux, mais j'ai tendance à penser que j'avais dirigé un département de sciences humaines et sociales pendant plus d'une quinzaine d'années à Centrale. Je pense que les formations peuvent initiales et continues peuvent contribuer à cela. Mais effectivement, c'est difficile. Mais il y a quelque chose aussi dans des conduites collectives qui peuvent se mettre en place. C'est est-ce qu'on accepte qu'on soit incohérent entre ce qu'on fait et ce qu'on dit? Ou est-ce qu'on a des exigences autour de ça, socialement? Oui. Alors, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a montrer ses compétences au travers de l'efficacité de son action. Alors, l'efficacité de l'action, elle peut se mesurer dans l'immédiateté, mais de plus en plus, on est sur le moyen et sur le long terme. Et de plus en plus, on va juger, y compris les politiques, sur leur capacité à anticiper les problématiques de long terme pour nos générations à venir. Donc ça, ce premier point, c'est préserver, voire renforcer les biens communs. Le deuxième point, qui est costaud, deuxième point, c'est
informer et informer honnêtement. Alors, vous connaissez tous, hein, il y a une humoriste très populaire, Anne Roumanoff, elle a une formule qui a été qui a fait traîner de poudre, hein, c'est « on ne nous dit pas tout ». Mais pourquoi ça faisait rire à ce point-là? Ça amusait parce que ça veut dire que ça rentrait en résonance avec un sentiment populaire. Alors, il y a plusieurs points par rapport sur cette façon d'informer. Et vous allez voir, c'est quand même assez complexe. Mais la première, c'est déjà informer sur les risques, sans tenter de les cacher. C'est informer donc pour mieux se protéger collectivement. Il ne s'agit pas de dire sur une pandémie, non mais les risques sont pas importants, mais on n'a pas besoin de masques ou je sais trop quoi. Il ne s'agit pas aussi Tchernobyl. Moi, je travaillais à EDF à l'époque et notamment je faisais des séjours dans les centrales nucléaires. Et Tchernobyl, écoutez, on dit les nuages s'étaient arrêtés aux frontières. C'est pas ce qui se disait. Hein. Je veux dire, on avait des capteurs dans les centrales et c'est clair et ça apparaît de plus en plus. Donc, vous voyez, et ça, quand les choses ne sont pas dites et quand il y a un petit décalage, même petit, par rapport à la réalité, ça entraîne de la perte de confiance. Or, ce qui est le plus précieux, c'est cette confiance. Voilà. Donc, c'est ça. Par exemple, pendant la crise Covid, vous savez, une des régions où le taux de vaccination était parmi les plus faibles, c'était la Guadeloupe. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a eu ce scandale du chlordécone qui a duré, etc. Donc la confiance dans le système de santé, elle était complètement altérée, évidemment. Voilà. Alors ça, c'est le premier point. Donc on est toujours dans un point qui s'appelle informer honnêtement. Mais c'est une autre chose, c'est informer sur l'éthique des métiers. L'éthique des métiers. Ça me semble être un point, par exemple, dans le domaine des médias, déjà, le Conseil national de résistance pointait ces aspects-là, hein, sur l'indépendance des médias, etc. Donc on est encore dans cette problématique, mais informer sur la nécessité de vérifier les sources, la nécessité de croiser l'information, la nécessité d'avoir l'anonymat des sources pour permettre, voilà, la nécessité d'une indépendance de la force. Bon. Voilà, c'est des choses qui doivent être partagées, et il y a des éthiques. Et il y a des éthiques aussi dans le domaine médical, dans le domaine professionnel. Moi, je trouve que, voilà, ingénieur scientifique de France, si je ne m'abuse, vous avez fait une charte éthique. Je ne sais pas si elle a été revue. Enfin, je crois que ça, c'est des choses importantes. C'est-à-dire, on n'est pas ingénieur n'importe comment, on n'est pas médecin n'importe comment, etc. Voilà. Donc, c'est informer et que ce soit partagé. Un troisième point, et ça, c'est informer sur la complexité des processus décisionnels. C'est compliqué, ça. Et là, les ingénieurs, les scientifiques ont vraiment un rôle à jouer parce que, par exemple, dans le domaine de la santé publique, hein, il faut prendre en compte simultanément les dimensions éthiques. Il faut prendre la rationalité scientifique dans son état d'avancement actuel, qui ne sera pas la même dans 2 ans, etc., qui n'était pas la même il y a 2 ans. Le fait que les solutions s'adressent à tous, sur tout le territoire, et prendre en compte le respect des lois. Vous voyez, c'est extrêmement complexe, les processus décisionnels dans ce domaine-là, dans le domaine de la santé publique et dans les décisions qui peuvent être prises. Alors, là, il y a informer, alors c'est forcément de la simplification, mais il y a une nécessité de comprendre que c'est pas ni au doigt mouillé, ni une question de bon sens, parce que la question du bon sens, ça a trop été utilisé, et c'est pas pour rien, jusqu'à présent. Et puis, un autre point, c'est partager les grands principes des technologies. Tout à l'heure, on en a parlé dans les constats. C'est faut pas laisser au bord du chemin une partie de la population, mais aussi
aider la population à se situer par rapport à ces transformations. Actuellement, par exemple, les métiers, d'ici 10 ans, vont être profondément changés. Dans l'enseignement supérieur, qu'est-ce qu'on fait de l'intelligence artificielle? Comment on se comporte vis-à-vis de ça, je veux dire, dans les entreprises, dans tout ça. Donc, quel est le ressenti des salariés actuellement, surtout ceux qui ne sont pas encore, qui ne sont pas formés à l'intelligence artificielle? Donc là, il y a tout un travail qui est un travail absolument important sur le positionnement de l'intelligence artificielle comme outil et comme outil au service. Et comment on accompagne. Marc le disait, il faut du temps. Donc c'est un travail qui doit être fait vraiment sur la durée progressivement par rapport à ces aspects-là. Voilà. Et puis la troisième, donc ça c'était la première, c'était donc préserver les biens communs. Le deuxième, c'était informer. Et puis la troisième grande famille de facteurs, c'est de donner plus de pouvoir aux citoyens. Alors, par exemple, simplifier le millefeuille administratif et réglementaire. Les agriculteurs, une de leurs revendications essentielles, enfin principales, dès le début, ça a été, il faut simplifier ça. Alors c'est intéressant d'y réfléchir parce que pour pouvoir simplifier les réglementations qui sont très précises, très pointilleuses, etc., ça veut dire que forcément, on va introduire de l'incertitude. Et un système avec un peu plus d'incertitude nécessite d'avoir un peu plus de confiance sur les grands principes et là où on va. Vous voyez ? C'est-à-dire que la réglementation à l'excès est une façon d'essayer de maîtriser cette incertitude. D'où l'intérêt, et on voit comment ça bloque les systèmes, d'où l'importance de la confiance au sein de la société, quoi. Voilà. Le deuxième point, c'est sortir d'une conception centralisée de l'action et prendre des décisions au plus près des réalités de terrain. Monsieur Magnani, vous mentionniez que dans les entreprises, on voyait par rapport à la taille des entreprises, là il y a une question de distance, effectivement, il y a une question de proximité qui est tout à fait en jeu. Et ça c'est intéressant, c'est comment les décisions peuvent être prises au niveau départemental ou au niveau régional, plutôt que complètement planifiées. Moi j'ai dirigé une thèse de sociologie d'un directeur qualité d'une PME internationale. Et il a travaillé sur deux grands principes dans cette entreprise. C'était le principe de collégialité et de subsidiarité. Alors, il s'appelle François Gallon et maintenant il est responsable à l'IRCOM. Voilà. Et donc c'est intéressant, c'est de dire on gère à un certain niveau et la collégialité aide à prendre ces décisions-là. Et puis quand ça passe à un moment donné, il faut que ce soit décidé à un niveau supérieur dans la coordination d'ensemble et à ce moment-là, il y a de la subsidiarité. Voilà. Donc ça fait des questions qui sont à la fois au niveau des administrations, au niveau du fonctionnement de l'État, mais aussi au niveau des entreprises, il y a des réflexions à avoir. Et puis, évidemment, impliquer davantage les corps intermédiaires et les citoyens. Les corps intermédiaires et les citoyens. C'est donc, évidemment, les syndicats, etc., mais aussi les citoyens. Je prends un exemple, hein, récemment, je faisais une recherche sur le continuum de sécurité entre sécurité publique et sécurité privée. La sécurité, c'est un bien commun essentiel. Ça fait partie des socles de notre démocratie. Je veux dire. Est-ce que la sécurité appartient exclusivement au pouvoir légitime et à la police? Et comment? Alors, la sécurité privée peut participer, mais comment les citoyens? Alors, il y a aussi la réserve citoyenne. Je crois que tu fais partie d'une réserve citoyenne en plus. Marc est vraiment multicarte, il faut dire. Mais il y a aussi la réserve citoyenne qui est intéressante. Je suis allé observer avec un collègue les fêtes de Bayonne. Vous connaissez les fêtes de Bayonne? Est-ce que certains d'entre vous y êtes allés? Oui. Vous avez vu cette ville de 40 000 personnes
avec un petit périmètre, pendant les fêtes de Bayonne, vous avez plus d'1,3 million personnes qui participent. Donc vous avez une espèce d'échelle dans un territoire qui est limité. Et je vous assure, pour se déplacer à l'intérieur des fêtes de Bayonne, c'est très compliqué. Et pourtant, ça fonctionne. Alors évidemment, il y a des dispositifs de sécurité associant le privé, le public, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses autour. Mais en même temps, il y a un sens de la culture qui est organisé tout au long de l'année par les peñas. C'est les associations. Et c'est ces associations qui donnent cette tonalité, ce sens de la culture, et qui donnent cette orientation. En même temps, pendant les fêtes, ces peñas contribuent et aident en cas de difficulté, quand il y a une personne qui a été agressée ou des choses comme ça, pour pouvoir orienter. Oui. Il y a aussi donc la participation citoyenne. Je trouve que la sécurité civile est intéressante à ce titre-là, je crois. C'est combien 45 000 professionnels et 190 000 pompiers volontaires, les derniers chiffres. 190 000. C'est-à-dire que ça fonctionne à partir des pompiers volontaires. Vous voyez? Donc ça, c'est intéressant de dire, voilà comment on redonne du pouvoir. Et puis, entre nous, plus on a du pouvoir d'action sur les situations, à un degré ou à un autre, eh bien, moins on est anxieux. Si on sent qu'on est impuissant, eh ben ça, on va avoir du mal à le supporter. Voilà. Et puis, écouter et se concerter. Bon, c'est pas simple à faire dans un pays où on a des habitudes de confrontation et parfois et actuellement de confrontation particulièrement fortes. Moi, j'aime beaucoup le propos du psychologue Didier Anzieux, que j'ai connu, qui disait, qui était prof à l'université de Nanterre, il disait, il faut transformer des rapports de force en des rapports de sens. Et je trouve que c'est une très très belle phrase sur la question de l'écoute. Je vais prendre un exemple, mais c'est pas une solution que je suis en train d'apporter. J'ai regardé sur une radio publique. Vous avez les propos de Christian Bellautre, magistrat honoraire qui était chargé de mission auprès du gouvernement de Nouvelle-Calédonie de 2012 à 2014, puis de 2018 à 2021. Donc une personne qui a notoriété sur ce sujet. Et le jeudi 16 mai, dans un entretien, il a dit « Confiance, consensus, ce sont des mots qu'on a perdus de vue en Nouvelle-Calédonie. » Vous voyez l'intérêt et les enjeux pour la population et pour les entreprises quand on sait ce qui s'y passe actuellement. Voilà. Juste pour terminer, et puis des réactions, et puis tu interviens quand tu veux, c'est en France, on a de très nombreuses associations, et elles ont un savoir-faire qui est très intéressant sur comment aller chercher les gens qui sont en marge de la société, qui ont perdu la confiance, et comment ils les récupèrent. Autour de l'éducation populaire ou des associations d'aide aux plus démunis. Peut-être qu'on a aussi parfois des choses à apprendre de leur côté, voilà. Peut-être, tu veux intervenir là. Juste rebondir sur les éléments que tu as amenés, par rapport à une question aussi qui a été posée tout à l'heure sur comment créer de la confiance dans les relations entre les managers ou même les collègues de travail. Je pense que ce qui est évoqué là, c'est en trame la construction de ressources qui sont des ressources d'ordre psychosocial. Premièrement, dans la qualité de l'organisation qu'on va avoir. Est-ce qu'on tient les promesses faites aux clients? Alors, les clients et les fournisseurs, vous en avez à l'extérieur, vous en avez aussi à l'intérieur. Est-ce que c'est fiable? Et ça, c'est, j'allais dire de manière assez brutale, c'est livré ou c'est pas livré dans le monde de l'informatique. Et vous avez même des entreprises qui en ont fait une devise. Nous, on livre. Pour dire à quel point ça peut être rigolo de temps en temps. Donc ces ressources psychosociales, la qualité du soutien qui est apporté par les collègues, par la hiérarchie, alors pas nécessairement de manière calvinothérapie, mais c'est plus est-ce que vous donnez les moyens aux gens de travailler correctement et d'avoir du sens dans leur travail. Donc, si on y arrive, je pense que la confiance se crée et ça amène de la réciprocité. Deuxième chose, c'est effectivement, est-ce qu'on a les moyens aussi de donner aux gens une certaine latitude décisionnelle sur l'environnement qui est le leur. Et troisième chose, est-ce qu'on réduit la charge psychologique ou émotionnelle inutile par rapport au sens qui est le leur
Et alors ça c'est très connu en psychologie du travail, hein. Je viens de vous faire du Karasek, je viens de vous faire du job demande ressources, ce sont les éléments qui caractérisent la fatigue et le risque psychosocial. Donc si en tant qu'industriel, j'arrive, moi, avec ma technologie, à créer ça, lorsqu'elle arrive, donner la possibilité aux gens de plus se connecter entre eux, au lieu au contraire de mettre de la distance, donner aux gens la possibilité d'avoir une latitude décisionnelle qui est accrue et ou une charge psychologique ou émotionnelle qui va diminuer lorsqu'elle ne concerne pas directement le sens au travail. Alors pour les pompiers, c'est est-ce que le camion part ou ne part pas? Et est-ce que derrière on sauve la victime ou on la sauve pas? Donc ce sont des problématiques qui sont brutales dans l'évaluation. Justement, sur ce sujet, il y a une question moi, qui m'a toujours turlupiné tout au long de ma carrière. C'est que, évidemment, et je parlais tout à l'heure des 5% de mes managers qui avaient les compétences de créer cette confiance et de pouvoir gérer des gros projets, tout en maintenant la confiance avec les employés. Parce que le problème que nous avons en tant que manager, c'est qu'on doit manager, mais on doit contrôler. Et quand on contrôle, on peut être amené à perdre la confiance des gens qui sont en face de nous. Et c'est le challenge des réunions du lundi matin, quand on avait le tableau, là, Excel, et on disait, tu devais faire ça, tu devais faire ça, tu devais faire ça, parce qu'on contrôle. Et souvent, c'est mal pris. Mais ce n'est pas une perte de confiance. Et c'est là où il y a toute cette confiance qui varie sans arrêt tout au long de l'année en fonction du projet. Et c'est là où je prends en France, on a un problème de formation de nos managers. Que bon, je vais parler de ma boîte, mais j'ai travaillé pratiquement toute ma vie aux États-Unis. Tous les ans, j'avais au moins 2 jours de formation avec une psychologue pour nous amener à comprendre le management, à écouter et à pouvoir prendre des décisions quelquefois difficiles sur des sujets qui pouvaient embêter les gens avec qui je travaillais. Et je crois qu'en France, on a ce problème. Est-ce que je fais... Oui, Parce alors, pour résumer, je manage, je veux être bien vu, je veux être considéré, je veux de la confiance, mais en même temps, je dois contrôler. Et c'est un peu en conflit, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui. Je pense que le travail sur les dimensions psychosociales ont été prise en compte de plus en plus fortement dans les écoles d'ingénieurs en termes de formation. C'est-à-dire que les formations qu'il y avait il y a 30 ans, 40 ans, sont plus les formations de maintenant. Par exemple, vous avez au moins 20% de sciences humaines et sociales dans toutes les écoles, et ça s'est pas mal développé. Alors c'est pas toujours suffisant, évidemment, mais il y a quand même quelque chose qui est fait, et la commission d'études d'ingénieurs est vigilante à regarder ce point-là. Alors en entreprise, oui, ce sont des vraies questions. Mais moi j'avais vu ça, c'est dans les centrales nucléaires en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire faire confiance à un collègue alors que s'il y a une défaillance, ça peut avoir des conséquences importantes. Quand le climat de confiance est suffisant, toute remarque et toute critique, toute identification de points défaillants n'est pas perçue comme une attaque personnelle. C'est bien ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la centration sur l'activité, et c'est un climat de confiance entre les personnes. Voilà, c'est ça qui est effectivement. Peut-être d'autres remarques, questions, réactions. Quelque chose par rapport à ça. Le contrôle se fait dans les deux sens pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas donné les moyens aux gens que vous pilotez de faire leur travail, ben oui, c'est qu'on doit aussi des comptes, et il faut se mettre un petit peu en danger, pas sur le sens et pas sur la commande et pas sur la stratégie qui n'est pas négociable. Le pourquoi, pour moi, c'est le porteur de projet, c'est le fondateur, c'est le leader de l'entreprise qui l'amène. Mais en tout cas sur le comment, c'est-à-dire sur la manière dont on va donner, alors des ressources, ça peut être une formation,
ça peut être des outils pour permettre de mieux produire. Et si je prends juste de l'industrie de process, vous pouvez regarder quelle est l'influence d'un goulot d'étranglement avec une machine qui ne marche pas à l'intérieur d'une grosse entreprise, ça se compte en millions, entre les stocks qui vont s'accumuler d'un côté, les autres qui vont attendre de l'autre et que vous allez payer pour rien, etc., etc. Donc on a vraiment intérêt, même dans l'analyse de flux bête et méchante, du lean ou de la théorie des contraintes, à être attentif à ce genre de choses et à regarder sur le comment. J'ai eu la chance d'avoir à côté de moi un gazard éminent à Cluny qui s'appelle Marc Bonomo, qui travaille chez Fache Construction Métallique et qui a participé à un petit ouvrage d'art dans le sud de la France, qui est le viaduc de Millau. Quand il parlait de la confiance qu'il avait dans ses soudeurs, et pourtant c'est quelqu'un de connu pour être dur, un manager qui contrôle à l'ancienne, un papa à l'ancienne. Mais en fait, quand il est parti, les gens en fait ont été très tristes parce qu'ils savaient à quoi s'en tenir, ils savaient qu'il allait tout faire pour leur donner les moyens d'aller sur la flèche tout en haut pour mettre le béton et la construction métallique, etc., etc. Donc, le contrôle ou le rétro-contrôle quelque part se fait dans les deux sens. Et quand vous avez la chance de créer cette confiance-là dans une équipe qui est une équipe qui va aller sur des chantiers où vous avez un devoir de fiabilité important, alors je parle des pompiers, mais je peux dire les centrales nucléaires ou la construction de BTP sur beaucoup de points, parce que c'est risqué quand même comme métier de BTP, mais derrière c'est quelque chose qui est important de donner le change. C'est très important aussi de savoir que moi, en tant que patron d'entreprise, heureusement que j'ai pas le contrôle plein et entier sur tout ce que font mes ouvriers. Alors déjà, mes ouvriers sont plus diplômés que moi, ils sortent du MIT, du Normal Sup. Voilà, donc en gros, je peux aussi penser qu'ils sont suffisamment performants pour leur faire confiance quand ils disent non, là on le sent pas, là le truc que tu nous demandes. Je dis mais pourtant c'est simple. Non, c'est une explosion combinatoire, c'est du NP complexe, c'est du NP hard. Là on n'y va pas, là. On va pas savoir le faire. Donc quand ils disent non, quand ils disent je sais pas, voilà, quand ils me disent oui, mais c'est pour dans 1 an et demi, là je sais que la réponse quelque part est à prendre en compte. Ça veut dire que moi, en tant que patron, je vais peut-être choisir quelque chose qu'on sait faire tout de suite, de facile, et qui va servir mon client. Ça ne veut pas dire que je ne sers pas le client, ça ne veut pas dire que je ne lui rends pas service, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me faire payer derrière, au contraire. Voilà, vous voyez, c'est cette notion de contrôle et de rétro-contrôle. Le management est un art délicat. Peut-être on va donner la parole et puis d'échanger avec nous et entre vous sur les... oui, et puis après monsieur. Ce que je trouvais tout de suite intéressant, c'est quand au départ vous avez parlé de bien commun. Et donc je me suis dit, bien commun, la deuxième étape c'est la subsidiarité. La troisième étape, c'est la confiance, et c'est ensuite la délégation. Et donc, tout ce que vous avez décliné, on appelle ça la PSE, donc c'est effectivement les principes de subsidiarité qui doivent normalement sous-tendre les relations et donc aller justement, on a confiance sur la décision qui est prise parce qu'on y a contribué et on sait qu'elle est prise au plus juste. La subsidiarité, c'est de là où effectivement je peux agir. Et donc ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai enchaîné là-dessus. Je me suis dit, c'est intéressant. Monsieur, vous parliez de prendre son temps à une nouvelle méthode qui s'appelle le slow management. Donc, le slow management que les équipeurs c'est justement prendre son temps pour. Mais vous avez parlé aussi d'être cohérent. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, mais il faut faire attention, le monde change en continu. À force d'être cohérent, on risque de se gourer et puis de pas aller dans la bonne direction. Il faut expliquer pourquoi on ne fait plus ce qu'on a dit. Parce que tous les politiques, ils sont élus sur le programme, il n'y en a pas un qui fait le programme. Pourquoi ils ne font pas le programme? Parce que la conjoncture est telle qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc je crois que dans la cohérence, il faut revenir toujours pour dire je vous avais promis ça, que je ferai ça, regardez ce qui se passe actuellement, on est obligé de modifier notre chose. Ça c'est une chose. Une autre chose, vous avez employé un mot qualité, la seule fois. Je crois que la confiance vient beaucoup par la qualité. Le made in Germany, c'est parce que c'est la qualité. Même si c'est pas vrai. Mais comme ils ont tellement, les Allemands ont tellement travaillé sur Made in Germany que les gens achètent allemand parce qu'ils croient que
J'ai interviewé le jour le président de L'Oréal, là, où il est. Et je lui dis, mais comment ça se fait, L'Oréal est un siècle qui existe, il est toujours top du monde. Est-ce que, dans votre spécialité, est-ce que c'est parce que les PDG qui sont nommés sont toujours les meilleurs au monde, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Lui disait, les PDG sont, on gagne par la qualité. Là, on dépend beaucoup de l'argent en innovation, mais l'innovation, les gens achètent parce qu'ils savent que c'est des produits de qualité. Et ça, c'est important de savoir que si on veut réussir commercialement, il faut que la partie prenante client, sachant que la partie prenante fournisseur fournit l'entreprise et que l'entreprise développe, a confiance parce qu'ils savent qu'ils vont recevoir de la qualité du produit, mais aussi la qualité de l'écoute et la qualité des relations humaines. Parce que si on a la qualité du produit, on va balader le client à côté dans une entreprise où il y a et la qualité du produit et la qualité des relations humaines. Donc qualité dans tous les sens, c'est important, ces choses-là. Pour moi, c'était une manière de dire autrement, c'est pas le système qualité comme vous pouvez le connaître dans l'industrie, c'est pour moi la qualité de la réponse à la promesse, de tenir comment je tiens ma promesse. Est-ce que, alors certes, vous pouvez dire des choses et vous pouvez les faire changer. Je prends l'exemple que je connais bien, qui est la gestion opérationnelle de commandement des sapeurs-pompiers. Entre l'ordre que vous avez pris à T+1 et celui que vous prenez à T+3, on a acquis de nouvelles informations, on a vu qu'il y avait 250 bouteilles d'acétylène dans le truc qu'on est en train d'éteindre, que donc il faut se rapatrier, créer un périmètre de sécurité. On a l'habitude de ça, mais tout le monde a dans l'ADN le fait que le patron, le commandant des opérations de secours, va expliquer pourquoi. Et c'est même moi, petit caporal-chef de sapeur-pompier, qui vais donner l'information qu'il y a 300 bouteilles d'acétylène, puisque lui, il ne l'avait pas vu, et il va en prendre compte, il va me montrer qu'il tient compte de mon compte-rendu, et derrière, il va le réintégrer, et il va rebouger tout le dispositif. Donc il y a le rétrocontrôle, et il y a cette réponse. Et pour moi, quelque part, c'est pas uniquement de dire la cohérence, c'est ça. C'est d'assurer aux gens les moyens, et là, chez les pompiers, en fait, s'il ne tient pas compte du petit caporal-chef qui lui dit « attention, bouteille d'acétylène », ça se transforme en catastrophe avec une explosion et vraisemblablement des morts à la clé. Donc c'est ça que je voulais essayer d'exprimer un petit peu plus que quand je parlais de cohérence ou de congruence même, c'est on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, mais on peut dire aussi qu'on change, mais par contre, il faut avertir tout le monde et expliquer pourquoi. Alors ça veut dire une chose, le commandant des opérations de secours chez les sapeurs-pompiers est présent sur le terrain avec ses hommes pour pouvoir voir de visu l'évolution de la situation et de dire « Marc n'est pas en train de me raconter une bêtise ». Si vous parlez à Marc Vermeulen, qui est le contrôleur général des pompiers de Gironde, qui a fait les feux de l'Andiras, il va vous expliquer qu'à l'odeur du feu, à la teinte du ciel, à tout un tas de choses que jamais on passe en rendez-vous à la radio, il aura pris des décisions, il m'a dit qui étaient miraculeuses, mais que je ne saurais pas expliquer. Mais parce qu'il était présent sur le terrain, parce que les collègues étaient présents sur le terrain, les décisionnaires, les élus locaux étaient présents sur le terrain aussi, il y a eu des décisions en confiance qui se sont prises parce qu'ils partageaient la même information, même si elle était évolutive. Voilà. D'autres réactions? Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur concernant lorsque l'on dit on fait une remarque à quelqu'un dans un groupe et que c'est mal perçu. J'aimerais poser la question de... Il y a peut-être le problème de confiance qui peut exister dans un groupe, mais est-ce que ce ne serait pas aussi un problème de bienveillance? On ne nous apprend pas à être bienveillant envers l'autre. Et ça engendre aussi le problème de la confiance, parce qu'on peut avoir un pôle management, on peut avoir une équipe, on peut avoir plein de responsabilités, mais je pense qu'à partir du moment, et là je pense aux enfants parce que j'ai une expérience personnelle avec, où on est vraiment bienveillant, ça fonctionne très bien. Moi j'ai eu des profils différents avec des enfants allant de 3 à 5 ans, et à cet âge-là, on ne leur apprend pas à dire pardon quand on fait une erreur, etc. Les parents ne leur apprennent plus. Moi je l'ai appris. Et moi, à ce moment-là, quand j'étais à l'ESH, j'ai expliqué, voilà, quand tu fais cette chose-là à quelqu'un, évite de dire ce genre de choses parce que ça peut blesser. Oui, mais pourquoi? Et voilà, je vais t'expliquer. Et en général, les AESH ou les accompagnants n'ont pas le temps de cadrer. Donc je pense que ça commence tout petit, et après, en tant que collègue, ça peut se faire aussi. Et tiens, tu m'as dit cette chose-là, mais peut-être qu'il va falloir la reformuler parce qu'elle n'est pas bien dite.
Et donc même si vous passez un ordre qui peut paraître un petit peu autoritaire, finalement, les gens comprendront parce que c'est l'honnêteté, et qu'il n'y a pas mieux que l'honnêteté. Donc pour rester dans cette, dans cette honnêteté-là, tout peut se jouer, tout peut se faire. Et les équipes comprennent à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de, voilà, parce que c'est lui qui l'a dit, c'est le chef, alors je me sens obligé. Nous sommes une équipe, je comprends comment le management fonctionne, même si je ne suis pas chef, mais je comprends sa responsabilité dans ce domaine de compétences. Et là, on est dans une équipe qui est vraiment bienveillante. Et ça se fait petit à petit. Si on ne l'apprend pas dès le départ aux gens qui nous entourent, ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il y a une défaillance à ce niveau-là aussi. Une dimension culturelle. Finalement, moi je suis comme le collègue là-bas, je suis ingénieur retraité depuis quelques années. Bon, mais ce que vous venez de dire là, et puis en complément de certains éléments que vous avez apportés tout à l'heure, je pense que s'il y a une érosion dans certaines situations, dans certains domaines de la confiance, c'est parce que on a derrière ça un problème qui tapisse toute notre vie. Et l'écran de fond, c'est la culture générale, au sens large. Alors, si on a nous, on n'est pas de la même génération, hein, je pourrais être le père ou le grand-père hein, de la demoiselle en face. Là. Bon, moi, j'ai l'impression, dans les temps actuels, de vivre dans une autre civilisation. Les aînés ici comprendront ce que je veux dire. Mais ça n'empêche pas de pouvoir se comprendre. Il faut qu'il y ait un minimum de culture générale qui permette, ce que vous avez très bien expliqué, une compréhension réciproque. Alors, il y a ça. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur la défiance vis-à-vis des médias, depuis déjà un certain nombre d'années, on voit bien qu'il y a de la concurrence entre les radios, les télés, les journaux, etc. Donc ce qui est important, c'est de donner une information avant les confrères. Oui, on est d'accord. Non, mais c'est ce qui fait que bien sûr, bien sûr. À vérifier si ça s'est vraiment produit, s'il y a des ou pas. Donc il y a ça. Oui. Et puis, pour compléter votre point sur vous avez parlé de l'agriculture aussi, c'est aussi les réglementations, alors elles dégringolent du haut du sommet du Parlement européen, etc. Alors, et ce qui est abominable, c'est de voir des agriculteurs, ils passent la moitié de leur temps à faire de la paperasse, à remplir des tableaux, à se battre avec des outils informatiques pour lesquels ils ne sont pas formés. Ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est de connaître le terrain où ils sont, qui travaillent pour produire telle ou telle chose. Et il y a des grandes lignes à connaître dans leur métier d'agriculteur, et puis à partir de là, pardonnez-moi l'expression, mais il faut leur foutre la paix, parce que le gars qui habite là, qui est né là, et qui cultive là, et qui va passer toute sa vie là, il n'y a que lui qui connaît le mieux possible le terrain. Et il sait que là, c'est bon pour les haricots, là, c'est bon pour autre chose, etc. Et suivant le temps qu'il fait, il vaut mieux déplacer ci et ça. Ce n'est pas des réglementations inventées par des gars qui sont dans le quartier à côté, qui ne savent pas comment on pousse une pomme de terre. C'est à peine caricatural ce que je dis là. Merci. Donc c'est un bon exemple, l'agriculture c'est un bon exemple de perte de confiance et d'incompréhension. Quant aux entreprises, et puis je m'arrêterai, sinon on va taxer le bavard. Du tout. Les entreprises, c'est comme les gens. Il peut y avoir un effet de taille, mais il n'y a pas qu'une question de taille. Les entreprises, elles ont une mentalité et un caractère. Comme mon voisin, il a son caractère, celui-ci, il a son caractère, les personnalités, tout ça. Et on peut avoir des entreprises qui ont des bons produits, des bons clients, de la technologie, des bons employés individuellement, et puis tout ça, ça patauge quand même, parce qu'il y a depuis le sommet de l'entreprise, c'est pas un lieu où on crée, un peu comme pour les agriculteurs, on crée des choses compliquées où c'est pas nécessaire. Et ce qui fait que si on travaille de façon simple, claire et nette, ça peut fonctionner. Peut-être si vous me permettez, je crois que leur tour, et Marc a une intervention à faire, je crois. Je l'ai largement faite. Non, c'est au fur et à mesure. Je l'ai fait au fil de l'eau. D'accord, non, je pensais que tu voulais faire le... Rapidement, peut-être vous montrer ce sur quoi on travaille, oui.
D'accord. Il y a peut-être si 2 slides à mon Non, pardon. peut-être s'il y a quand même d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer globalement, quoi, parce que c'est intéressant. Les pompiers ont la chance d'être aussi sur un temps assez court, et c'est vrai que là on parle des entreprises. Détrompez-vous. Le métier de sapeur-pompier est un métier qui se transmet sur le temps long. Pour faire un sous-officier, il faut entre 10 et 12 ans d'expérience opérationnelle. C'est pas ce que tu voulais dire. Je parle de l'action, c'est-à-dire des résultats de l'action. Ils voient tout de suite ce qu'ils font. L'autre exemple, le bout, c'est l'EPR. Où là, on n'a plus un problème d'entreprise, on a un problème de rentabilité avec des sous-traitants qui s'empilent. Mais tout à l'heure, vous parliez de l'éthique des métiers, mais comment le mec qui a soudé le truc sur l'EPR et qui savait qu'il avait mal soudé, comment il a laissé couler du béton dessus, parce qu'il était dans une entreprise qui s'en foutait royalement, qui venait de Donc le temps, il y a la proximité entre êtres humains, il y a aussi la proximité vis-à-vis du temps de ce qu'on fait. On voit qu'on était un incendie. Le gars qui a soudé, il avait, je pense qu'il ne se rendait peut-être pas compte que dans 20 ans, ça allait péter à cause de sa soudure mal foutue. Je ne sais pas si je suis clair, mais on perd ça aussi dans les grands projets en tout cas. On perd la relation au temps. Voilà. Si je puis me permettre, quand on est pompier, tant qu'il y a de la population, on ne voit pas la fin du chantier non plus. C'est un chantier qui, depuis qu'il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée d'allumer un feu, il ne s'est pas posé la question qu'il allait inventer. C'est plein de petits chantiers, c'est pas un truc énorme où vous voyez plus. Enfin, je ne sais pas si je suis clair. En fait, oui, vous, c'est ce que vous voyez de l'extérieur, mais la formation, le maintien des acquis, oui, là, c'est la formation, etc., nous, la capacité à répondre à des feux qui vont être de plus en plus gros, voilà. Vous parlez de l'intervention et des conséquences. Que là, il y a quelque chose de plus visible, alors que effectivement, dans un certain nombre de métiers, cette perspective du long temps, elle est pas perçue comme telle. Et je trouve que ça, c'est une dimension, moi, dans les audits d'école, qu'on a déjà identifié, et ça a pu être des demandes d'industriels. De dire, les jeunes ne sont pas suffisamment formés au temps long. Et je pense que ça, c'est une question tout à fait intéressante. Et là, ça émanait des gens qui étaient en charge des grosses infrastructures, mais je pense que sur la problématique des risques, c'est complètement essentiel. Je suis d'accord. Peut-être deux, trois autres interventions ou... Madame. On est quand même dans des sociétés qui sont sans arrêt en contradiction. Je ne peux pas oublier ce que j'ai entendu dans une conférence au ministère des Finances. Le thème, c'était la nouvelle économie, il y a longtemps déjà. Et un professeur de marketing a commencé son intervention en disant le consommateur, parce qu'il n'y a plus de clients, il n'y a plus des consommateurs, le consommateur est bête, il faut le piéger. En conférence publique. Hein. On n'est pas dans le même monde. Et pour ça, les gens on essaie aussi de le piéger. Ouais. Moi, j'ai envie de sortir de ces contradictions. Ouais, j'ai envie de dire deux choses. Nous, on a fait ce livre sur la confiance parce que on dit ça sert à rien de se lamenter sur la situation, il faut agir. Donc il faut que ce soit un débat autour de ça. Et il nous semble que certains points qui sont identifiés, intuitivement, chacun en connaît certains, d'autres moins vigilants, etc. Mais que c'est aussi une façon de penser la culture collective. Parce qu'il faut agir, vous l'avez dit, culture sociale, mais aussi culture d'entreprise. Et que là, il y a des éléments sur lesquels on peut agir en termes de cohérence, prenant en compte les adaptations, mais moi j'ai du mal à entendre, à dire que c'est normal en politique, on change tout le temps, entre ce qu'on promet et ce qu'on promet pas. Et je crois que là, il y a un vrai problème de dire je peux pas promettre. Je prends un exemple. Quand à EDF, le marché de l'électricité s'est ouvert. Moi, je participais à des formations, des cadres dirigeants commerciaux, etc. Et le directeur commercial a dit je ne sais pas ce que sera l'avenir. Je ne peux pas vous garantir quoi que ce soit, mais on va y aller ensemble. Et ça, c'est quand même un propos qui est tout à fait intéressant. Parce qu'il invite
Oui. Mais oui. Et il invite à la construction sur une situation collective qui est nouvelle. Vous voyez ? C'est un discours qu'on entend. Vous vouliez passer très rapidement. Alors là, c'est de la pub. Vous pouvez passer les premiers. Oui, allez-y, vous pouvez passer. Alors ça, c'est nos clients, mais vous pouvez passer. C'est avec la sécurité civile, nos applications, vous pouvez passer. Voilà l'équipe, juste pour vous montrer une équipe qui a une particularité, c'est à la fois d'avoir fait des études costauds. Voilà, donc ça, nous sommes les 3 dirigeants, et en même temps, nous sommes présents sur le terrain en tant qu'opérationnels, précisément pour avoir ces échanges entre la théorie, qui est le pays où tout va bien, où tout le monde aimerait habiter, et la réalité un petit peu plus sale, qui nous oblige à l'humilité, justement, en matière d'algorithmique. Donc, on peut passer après. Juste vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu les problématiques des pompiers, vues sous un œil qui est un peu plus scientifique. Alors, on le voit mal, malheureusement, à la projection, mais c'est ce qu'on appelle un graphe. Chaque point sont des sommets, et vous avez des liens qui sont des liens qualifiés, qui vont dans un sens, dans un autre, etc., etc. Vous avez une carte du territoire sur lequel vous avez toutes les casernes qui vont interagir et se compléter les unes les autres, selon des règles qui sont celles dites par la préfecture et les élus locaux. Dans chaque caserne, vous avez la même histoire avec des pompiers qui peuvent avoir jusqu'à, ce qui est mon cas, une vingtaine de certifications. Donc là, si vous voyez, si vous vous rappelez qu'il faut que je tire un nombre de pompiers pour les mettre dans le bon ordre dans le camion pour les faire partir, vous savez que ce sont des arrangements ou des combinaisons, et vous savez que c'est des factoriels derrière. Là, en gros, j'ai déjà des factoriels qui sont de l'ordre factoriel 30, 40, 50, et factoriel 60, c'est autant d'atomes dans l'univers, pour vous donner les problématiques de calcul. Donc en fait, comment un chef de centre de secours se représente sa place dans le graphe, et en plus avec une variation, c'est que chaque personne, chaque point que vous allez voir, va varier dans le temps, va avoir des disponibilités, puisqu'on est sur des volontaires, qui vont s'enlever, se mettre disponibles à des moments où le service n'en a pas nécessairement besoin. Vous pouvez prendre derrière. Et vous avez des joyeusetés comme ça, en fait, dans la structuration de chaque groupe. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on arrive à des problématiques qui sont des problématiques d'intelligence artificielle, qui vont nécessiter des puissances de calcul et d'abstraction très importantes. Et typiquement, pourquoi on montre ça, c'est très compliqué, mais rien que montrer et expliquer ce qui se passe réellement quand on le modélise à des pompiers, ils disent « Ah oui, alors on ne peut pas demander tout et n'importe quoi. » Donc c'est très bien. On leur explique les problématiques de s'intéresser à la donnée, de montrer pourquoi la donnée est importante, pourquoi, etc. Il faut qu'elle soit bien qualifiée, bien labellisée, et le temps que ça va leur prendre à nous et à eux, etc. etc. Donc vous voyez, ça ce sont des problématiques, notamment pas là de 2007, c'est des problématiques qui ont fait la recherche, par exemple, de Normal Sup en mathématiques ces 10 dernières années. Voilà ce qu'on appelle les graphes dynamiques. Il y a un labo qui s'appelle l'IXI à Lyon, qui s'en occupe. Voilà. Oui, on peut y aller. Bon, là c'est pour vous montrer, alors on ne le voit pas du tout, pardon, mais vous montrer en fait l'évolution que d'heure en heure, le centre de secours n'est plus le même, n'a plus les mêmes personnes, le poids de certaines compétences, par exemple, qui va conduire le camion, si jamais je ne l'ai pas, ben, le camion ne part pas, donc il m'en faut un autre, qui je vais alerter, comment je change mon planning, parce qu'il faut que je le change en temps réel. Voilà, donc aujourd'hui ce sont des projets qui retombent sur l'Agence du numérique de la sécurité civile, que je salue au passage, et dont son directeur Pierre Cassiola est quelqu'un qui a totalement compris ce principe. Lui, il part de mise à l'épreuve du réel, du système d'information, qu'on appelle le système de gestion opérationnelle, parce qu'en fait, il sait que toutes les modélisations qu'on aura faites, à un moment donné, vont se retrouver avec le cas particulier qui va tout bloquer, il va tout faire tomber par terre. Donc en fait, on éprouve le système comme on éprouverait quelqu'un pour lui faire confiance. En fait. Peut-être que je voudrais dire, voilà, c'est que le traitement de cette complexité devient d'autant plus important actuellement que l'amplitude des catastrophes est inégalée, que ça fonctionne en cascade et que les situations sont de plus en plus complexes. Par exemple, intervenir
dans un immeuble de grande hauteur, c'est pas pareil que voilà, dans un immeuble de 3-4 étages. Voilà. Et puis, c'est ça aussi qui nécessite des coordinations de moyens, d'ailleurs même au niveau européen dans les interventions, tellement la taille est importante. Très voilà, très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive à faire votre attention. Il y a d'autres questions ou... Non, c'est bon. Donc, eh bien, merci à vous deux. Merci Marc Friedel, merci Patrick Obertelli. Je voudrais simplement ajouter que Patrick Obertelli a avec lui quelques livres qu'il est prêt à dédicacer si ça vous dit, voilà. Ou à vous céder si vous voulez pas de dédicace. Voilà. C'est pas la dédicace qui est importante, c'est l'ouvrage, je pense. Voilà. Vraiment. Ce que l'on peut rajouter, au-delà du merci donc, et sincère, c'est que Jean-François Magnani est en train de préparer la rentrée, donc avec, comme je vous disais, des pépites. Donc il y a une pépite qu'il a déjà programmée, celle du 1er octobre, avec Marc-André Solos, le botaniste, et donc qui viendra dans ses locaux, là aussi pour discuter de son ouvrage sur les préjugés. Les préjugés, donc science et préjugés. Très bien. Voilà, donc ça c'est la première chose, et puis on est en train, donc Jean-François Magnani est en train donc d'organiser également une conférence avec notre ami Michel Jonker, donc présent. Voilà, qui est présent et que l'on salue donc présent partout et qui a récemment, quand je dis présent partout, et qui a récemment obtenu, retenez-le bien, le titre de docteur sciences. C'est le plus vieux docteur de l'Université de France. Voilà, donc c'est tout de même ancien d'éducation. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Donc la valeur n'attend pas le nombre des années. Très bien. Mais enfin, il y a eu le temps de maturer. Très bien. Alors, il y a comme vous, il y aura un livre à la fin de l'année, publié par Afnor sur la bien-être individuel en entreprise. Très bien. Malgré les contraintes pour manager le bien-être individuel en entreprise. Mais la confiance, évidemment, est intégrée là-dedans. C'est pour ça que votre vie, ce que vous avez dit m'intéresse, et puis votre livre aussi m'intéresse. Très bien. Voilà. Je vous invite à prendre un pot là, donc tout de suite. Voilà. Sinon, vous venez voir Patrick et puis vous. Très bien. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci.